Ça fait un mois qu'on ne parle que de ça, la situation géopolitique en Iran et puis évidemment l'explosion des prix des carburants. Alors à Bruxelles, on sait qu'il y a moins d'un ménage sur deux qui a une voiture, mais les Bruxellois utilisent d'autres transports, notamment les transports en commun. Alors quel impact sur la STIB, sur le ticket de la STIB? Il y a en effet de plus en plus de bus électriques, mais il y a encore beaucoup de bus diesel et le diesel est particulièrement cher. On va tenter de comprendre un petit peu quelles sont les implications pour la STIB. Et puis pour les Bruxellois qui ont une voiture, est-ce le moment de filer sur l'électrique? Est-ce que ça vaut pas la peine d'attendre encore un petit peu? On en parle juste après ça. Générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans le tram, un vieux tram de 1955 et un tram qui roule à l'électrique. C'est pratique en ces temps troublés, on n'est pas soumis à l'explosion des prix du carburant. Et justement, on va en parler avec vous, Estelle Cantillon. Vous êtes prof d'économie à l'ULB, vous êtes directrice de recherche au FNRS. Alors ça fait un mois que les carburants montent en flèche. Comment ça se fait que ça monte en réalité si vite alors que le pétrole et l'essence, le diesel qu'on voit à la pompe, c'est encore de l'essence et du diesel acheté il y a quelques semaines ou quelques mois? Oui, alors en fait les prix à la pompe sont fixés, sont en tout cas indexés au prix de gros du marché sur les marchés mondiaux. Et donc effectivement les prix sur les marchés mondiaux ont augmenté très fort. Pourquoi? Parce que l'offre a fortement diminué. Il y a même des infrastructures pétrolières qui ont été détruites. L'offre est plus faible, la demande ne bouge pas et les prix augmentent. Ça, c'est juste le jeu de l'offre et de la demande. C'est pas la réalité du baril qu'on peut voir à la pompe, mais c'est plutôt la réalité des marchés. Des marchés, exactement. On peut aller jusqu'où en termes de litres? C'est quelque chose qu'on peut dire? Là, ça fait quand même un petit temps que ça dure. Les perspectives sont très mauvaises. Très difficile à dire. Donc, je pense que ça dépendra aussi de comment ça va se terminer au Moyen-Orient. Est-ce qu'il y avait encore d'autres installations qui vont être détruites, par exemple? Mais ce qui est sûr, c'est que les prix vont rester élevés parce que ça peut prendre du temps de réparer certains des terminaux, une partie des infrastructures. Donc, ça dépend de ça, ça dépend de la réparation des infrastructures. On est parti pour des mois, des années. Alors, effectivement. Donc, on va avoir une réduction de l'offre structurelle pendant quelques temps. La seule solution pour faire diminuer les prix, c'est de diminuer la demande. De diminuer la demande. De diminuer la demande. Et alors, les prix de l'électricité, du gaz, ça va de pair? Ça monte aussi? Alors, certainement les prix du gaz. Le prix du gaz, parce qu'il est souvent il est exploité à plus ou moins en même temps que le pétrole. Il y a également des infrastructures de liquéfaction du gaz au Moyen-Orient qui ont été détruites. Mais évidemment, il y a du gaz vendu, produit ailleurs. Mais ce qui est important à savoir, c'est que depuis la guerre en Ukraine, l'Europe est exposée à plus ou moins 50%. 50% du gaz qu'elle achète est exposé au marché de gros. Donc elle n'est pas soumise à des contrats à long terme dont le prix serait fixé. Donc il y a 50% de nos achats dont le prix explose aujourd'hui. Vous n'avez évidemment pas de boule de cristal, mais on pourrait revoir un jour à la pompe dans les prochaines années les prix qu'on avait il y a un mois, ou ça a l'air difficilement? Dans le long terme, je dirais. Dans le long terme, idem pour le gaz. Alors l'électricité, c'est un peu plus subtil parce que le prix de l'électricité est déterminé par la façon dont elle est produite. Le gaz détermine en partie le prix de l'électricité, mais également on pouvait produire l'électricité avec du nucléaire, avec des renouvelables. Parfois on a des prix très bas et donc c'est un peu moins lié au prix du gaz en tout cas moins soumis aux enjeux, aux événements actuels que le prix du gaz et le prix du pétrole. Cette crise, c'est la meilleure pub pour la voiture électrique qui soit? Oui, je pense. Ça, c'est clair. Ça montre, c'est la deuxième fois en 5 ans quand même qu'on a des prix de l'énergie qui augmentent très fort. Et en particulier ici, le prix du diesel et des essences ont augmenté beaucoup plus que le prix de l'électricité, qui augmente un petit peu, de nouveau parce qu'il y a un lien avec le prix du gaz, mais il a augmenté beaucoup moins. Déjà avant, ça coûtait moins cher d'utiliser un véhicule électrique. Le différentiel maintenant est encore augmenté. Pour avoir un véhicule électrique, est-ce qu'il faut des panneaux? Pas nécessairement. Donc l'électricité, en fait, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que c'est vraiment une question d'arbitrage. Donc en fait, une voiture électrique coûte plus cher à l'achat, moins cher à l'usage, parce que l'électricité coûte moins cher. Alors voilà, ça dépend du nombre de kilomètres que vous faites. Donc si vous faites beaucoup de kilomètres, une voiture électrique est beaucoup plus rentable qu'un véhicule thermique. Mais par contre, si vous faites... Parce qu'en fait, un véhicule thermique coûte moins cher à l'achat,
plus cher à l'usage. Par contre, si vous habitez Bruxelles et que vous ne roulez pas beaucoup, en fait, vous ne devriez même pas penser à l'option du véhicule partagé, parce que là, c'est pas cher, vraiment pas cher en termes à coût fixe, un peu plus cher à l'usage. Les fameuses petites voitures électriques dont on parle depuis des années, est-ce qu'elles arrivent ou alors c'est uniquement des modèles chinois? Alors il y a un grand projet, alors elles arrivent, donc elles sont pour l'instant surtout chinoises, mais il y a un grand projet au niveau européen de développer ce marché-là aussi pour l'Europe et en Europe. On parle beaucoup de 2035 quand on parle de véhicules électriques. Alors il y a différentes échéances, il y a une échéance européenne et puis après il y a la zone de basse émission bruxelloise. Expliquez-nous un petit peu le partage entre les deux. Alors au niveau européen, il y a une décision qui avait été prise de dire que tous les nouveaux véhicules vendus en Europe seraient zéro émission en 2035. Ça vient d'être un peu relâché. On est maintenant à 90% de réduction d'émissions pour 2035. Ça, c'est au niveau européen. Sa réglementation, ça porte sur les nouveaux véhicules. Sous pression de l'industrie automobile thermique qui souhaite continuer en avec... Allemagne et en Italie. Alors la zone basse émission à Bruxelles, j'ai moins suivi, donc je vais passer à la question. Je donne mon joker. Vous y croyez à cette échéance de 2035? On voit que c'est déjà un petit peu repoussé d'un point de vue européen, qu'il y a des tentatives pour essayer de continuer avec l'électrique un petit peu, avec le thermique un petit peu plus tard. On en sera où, vous pensez? Est-ce que ça vaut la peine encore d'acheter des voitures thermiques là? Alors, donc, il faut d'abord savoir qu'un véhicule thermique, ça dure en moyenne en Belgique 8 ans. Okay, donc, quand on parle qu'en 2035, les nouveaux véhicules seront électriques ou en tout cas très basse émission, en fait, les véhicules que vous achetez aujourd'hui, ils seront déjà plus là en 2035, statistiquement en tout cas. Donc, oui, j'y crois dans le sens où aujourd'hui, il y a quand même un basculement vers plus électrique. La crise actuelle va renforcer cette tendance-là. Et il y aura évidemment toujours quelques vieux véhicules thermiques en route, mais voilà. Donc, une fois qu'on a décidé qu'en 2035, il n'y aurait pratiquement plus que des basses émissions, ça veut dire que vous rajoutez 8 ans, 2043, pardon, je fais faute de calcul, essentiellement une flotte de véhicules zéro carbone ou très basse carbone. Merci. Très bas carbone. Estelle Cantillon, merci Estelle Cantillon d'avoir partagé un petit peu ça pour les bagnolards, mais pas uniquement. Après, si vous n'utilisez pas la voiture, eh bien vous aussi, vous risquez d'être soumis à l'augmentation du prix des carburants, notamment avec les transports en commun. On en parle juste après ça. Et on poursuit notre trajet avec Renaud de Saint-Moulin. Bonsoir Renaud, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des systèmes de transport au niveau de la STIB. Les prix du carburant explosent, vous avez beaucoup de bus diesel. Ça veut dire que ça va faire mal sur le ticket de la STIB dans les prochaines semaines? Alors, d'abord, on a l'avantage d'avoir des contrats avec des prix qui sont maîtrisés sur des longues périodes. Par exemple, pour le carburant de nos bus, on consomme à peu près 40 000 litres par jour, donc c'est évidemment beaucoup de carburant. On a en fait des contrats qui nous permettent d'acheter le carburant à des prix fixes, dans ce cas-ci, jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc pour nous, pour le moment, les effets de ce qu'on vit aujourd'hui en tant que citoyen à la pompe, eh bien, ce sont des effets qui sont fort atténués pour la STIB. Donc c'est des achats de gros en fait que vous avez déjà effectués donc pour l'année 2026? Alors de 2024 à 2026, on a un contrat d'achat, un prix fixe sur lequel eh bien, le contrat donne un prix qui est stable sur la période, quelles que soient les fluctuations qui sont en fait le fait de paramètres qu'on ne maîtrise pas, qui sont géopolitiques ou qui sont de la loi de l'offre et de la demande. Effectivement, pour la STIB, ces atténuations, elles sont faites grâce à un contrat d'achat où les différences sont amorties par celui qui prend le risque et qui est financé évidemment par le prix que nous payons dans les périodes où le prix est un peu plus faible à la pompe. Ça veut dire que c'est à partir de 2027 qu'on va commencer à le payer sur le ticket? Alors ça dépend effectivement de la négociation qu'on va faire pour le prochain contrat de swap de carburant, en tenant compte aussi évidemment que progressivement on achète de moins en moins de carburant avec la transition électrique de notre flotte bus, qui fait qu'à la fin de l'année 2026 on aura à peu près 15% de notre flotte qui sera devenue électrique. Ça veut dire 85% qui restent encore avec des bus diesel, c'est ça, au niveau des bus? Oui, au niveau des bus, on aura encore 85% de notre production kilométrique qui est assurée avec des bus diesel ou hybrides diesel électriques, tandis que les 15% restants, ils seront entièrement électriques. On entendait que Estelle expliquait que les prix de l'électricité vont aussi vraisemblablement augmenter de moindre manière que ceux du gaz et des carburants. Beaucoup d'électricité, la STIB, les métros, les trams ici comme celui-ci.
ça se répercutera aussi de la même manière avec des contrats de gros à partir de 2027? Alors, en fait, le mécanisme est techniquement différent, mais effectivement, pour l'année 2026, la cible est déjà couverte par les achats qu'on a fait les 2 années précédentes pour progressivement acheter au meilleur prix les quantités d'électricité que nous sommes en train de consommer en 2026. On a déjà fait beaucoup d'achats pour 2027 parce qu'on étale généralement sur 2 ans les acquisitions pour les consommations d'une année à venir. Par contre, clairement, si les prix se maintiennent aujourd'hui, ils sont plutôt défavorables pour les achats de 2027, pour les achats qui nous restent à faire, alors on sera exposé, comme l'ensemble des autres acheteurs sur le marché, à la hausse des prix de l'électricité. Heureusement, ce sera une hausse qui n'aura qu'une répercussion réduite sur nos coûts d'acquisition, puisqu'une partie de 2027 est déjà acquise aussi. Vous avez parlé de l'achat de carburant, mais j'aimerais bien parler de l'achat des véhicules aussi, parce que c'est un enjeu. On sait qu'on a cette crise, évidemment, mais à côté, on a aussi un nouveau gouvernement bruxellois avec une déclaration de politique régionale. Comment ça se passe par rapport au renouvellement des bus? On sait qu'il faut acheter des nouveaux bus électriques pour pouvoir, en 2035, de correspondre à la zone de basse émission. Et puis, il y a aussi du matériel roulant comme les trams. Comment est-ce que vous voyez ça dans le contexte actuel où on sait qu'on resserre un petit peu les finances? Alors effectivement, pour le moment, vous les voyez apparaître, il y a des nouveaux métros, il y a des nouveaux trams, il y a aussi des nouveaux bus qu'on est en train de mettre en service. Ce sont des commandes qui sont en fait aujourd'hui en train de se transformer par des mises en service de nouveaux véhicules sur nos différentes lignes. Ce sont des contrats qu'on a depuis déjà plusieurs années et qui aujourd'hui sont en train de produire leurs effets avec les mises en service. Alors pour l'avenir, ce sont effectivement les décisions du gouvernement qui sont en train de s'opérationnaliser. Maintenant, on est en train de les transformer en plans d'investissement en coordination avec les membres du gouvernement. Et donc ça, c'est le travail des semaines et des quelques mois à venir pour pouvoir planifier ces acquisitions qui doivent encore se réaliser, notamment pour continuer la transformation de notre flotte électrique. Vous serez prêt pour 2035 pour la zone de basse émission? C'est l'objectif, évidemment. Alors effectivement, et donc ça dépend des achats de bus qu'on sera amené à réaliser. Et c'est tout le travail que nous sommes en train de réaliser maintenant. Un gros enjeu aussi, c'est celui du nombre de chauffeurs. On sait qu'on parle beaucoup de ce moratoire de la fonction publique. Qu'est-ce qu'on fait avec les chauffeurs, avec de nombreux fonctionnaires en réalité, et nombreux membres du personnel de l'administration à Bruxelles? On ne les remplace pas, on ne les remplace plus. Comment ça se passe par rapport à vos conducteurs? On sait que par exemple, chez Delaine, il y a des pénuries de conducteurs. Comment ça se passe à la STIB? Est-ce qu'il faut craindre un manque de conducteurs et donc peut-être une répercussion sur l'offre de transport? Alors, les déclarations de politique régionale sont très claires. Il y a un maintien de l'offre de transport. C'est quelque chose de vraiment essentiel, je pense. Maintien de l'offre de transport. C'est écrit noir sur blanc dans la déclaration de politique régionale. Exactement. Et c'est quelque chose d'essentiel, je crois, aussi dans ces périodes où l'énergie devient plus coûteuse, parce que quelque part, le transport public, ça permet à des automobilistes qui deviennent confrontés à des prix qui sont particulièrement défavorables, d'avoir des solutions pour se déplacer. Et c'est une solution globale aussi, parce que ça permet aussi de diminuer la consommation totale du pays. Clairement, les bus consomment du diesel, les trams consomment de l'électricité, les métros aussi, mais au total, par personne transportée, c'est quand même vraiment une solution très efficace pour diminuer la consommation énergétique du pays. Et donc, effectivement, le maintien de l'offre de transport est quelque chose d'essentiel. Alors, par contre, on est dans une période de moratoire. Ça veut aussi dire qu'on n'engage plus de nouveaux collaborateurs, que ce soit des conducteurs, des techniciens ou d'autres fonctions essentielles à faire fonctionner le système de transport. Donc, on a effectivement vraiment une attention particulière à faire en sorte que nos conducteurs, nos chauffeurs, tous nos membres du personnel soient évidemment motivés dans un environnement de travail à quelque chose qui sert la société et qui soit finalement une raison de rester à travailler chez nous pour assurer cette mission essentielle. C'est ça le défi en fait, c'est de pouvoir continuer à maintenir l'offre et à continuer à éventuellement la développer tout en jouant avec la restriction des moyens qu'on peut connaître aujourd'hui. Exactement, et c'est un vrai défi, et donc clairement pour nous c'est un enjeu majeur. Tout en continuant de développer le parc de bus électriques et ce genre de choses, c'est un petit casse-tête. C'est plus qu'un casse-tête, c'est un enjeu stratégique. Et ce sont des évidents paradoxes qu'il faut gérer au quotidien. Clairement, ça veut aussi dire des choses difficiles pour l'ensemble des membres du personnel de la STIB, parce que c'est pas facile de travailler dans des conditions de contraintes comme celle-là. Ça veut aussi dire des choix difficiles à réaliser. Par contre, ce qui est vraiment essentiel pour nous, c'est de maintenir l'outil, de faire en sorte que nous soyons aujourd'hui comme demain capables d'assurer en sécurité et avec une qualité
acceptable, le transport que nous devons à tous nos concitoyens et auquel on s'engage tous les jours. Je vous remercie, Renaud de Saint-Moulin. Merci de nous avoir expliqué ça. Et évidemment, c'est des dossiers qu'on va suivre, tout comme les autres qui sont évoqués dans la déclaration de politique régionale, qu'on évoque d'ailleurs chaque semaine. Merci à vous d'être si fidèles au tram. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même tram. Belle soirée.